Bonjour à toutes et à tous, on corrige le premier bac blanc de l'année pour l'épreuve de terminale spécialité maths. Bon, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Il y avait donc 4 exercices sur 5 points chacun, il me semble. On verra ça au fur et à mesure. On va évidemment corriger les exercices dans l'ordre. Et donc le premier exercice, c'était un exercice de géométrie dans l'espace. Et c'était pas un QCM, mais bon, c'était des réponses à justifier, des questions indépendantes. Donc on considère un prisme droit, donc ABFDCGH, tel que ABCD est un carré. Donc ici, ABCD, tac, là c'est un carré. Et la base ABFE est un trapèze rectangle. Donc ABFE qui est ici est un trapèze rectangle, vérifiant BF égale 1 demi de AE. Les points I et J sont les milieux respectifs des segments EF et AE, voilà, donc I et J au milieu de EF et AE. Et on associe à ce prisme le repère orthonormé, donc AIJK, où I égale AB. Donc là, je vais commencer par tracer des petites choses. Hop, je vais mettre ça en rouge. Donc, I, c'est le vecteur AB, J, et puis K, c'est le vecteur qui est comme ça. Alors évidemment, il ne faut pas confondre le nom des vecteurs avec le nom des points. Hein. Donc ici, c'est le vecteur I, qui n'a rien à voir avec le point I. Ici, c'est le vecteur J, et ici, c'est le vecteur K de notre repère. On sait que ABCD est un carré, d'accord? Donc on sait que la norme de I est égale à la norme de J, mais en plus, comme le repère est orthonormé, on peut aussi dire que la norme de K est égale au reste. Okay, donc autrement dit, ici, et puis en plus, il y a des angles droits. Donc finalement, ABFJ est aussi un carré. Alors pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si elle est vraie ou fausse. Chaque réponse doit être justifiée, d'accord? Et une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Donc première question, le vecteur n de coordonnées 0, 1, 1 est normal au plan ABG. Alors si on regarde un peu ce qui se passe au niveau de ABG, donc AB c'est ici, AG, il faudrait que je le fasse en pointillé, mais bon, c'est pas grave, c'est quelque part par là. Et donc on veut savoir si par rapport à ce plan-là, qu'on peut essayer de deviner, est-ce que le vecteur n est normal à ce plan-là. Le vecteur n, un peu compliqué à dessiner, donc finalement là, c'est pas du tout la figure qui va nous aider, ce sont les coordonnées. Donc, pour tout l'exercice, on se place dans un repère orthonormé. Donc ça, c'est important parce qu'on sait qu'on va devoir utiliser du produit scalaire. Donc on indique directement que pour tout l'exercice, on se place dans le repère orthonormé. Donc A pour l'origine et donc I, J et K. Donc comme ça, on peut calculer des longueurs, calculer des produits scalaires, tout ça. Il n'y aura pas de problème. Donc, pour justifier que le vecteur n est normal au plan ABG, il suffit de vérifier qu'il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan. Donc on va prendre justement par exemple AB et AG. Donc les coordonnées du vecteur... alors les coordonnées. Donc ça c'est la question 1. De A sont... Donc les coordonnées de A sont 0, 0, 0. B... les coordonnées de B, ça va être 1, 0, 1. 1, 0, 0, pardon, je dis n'importe quoi. Et on a besoin de G. Donc le point G, il a pour coordonnées, on voit ici, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1. Alors là, écrit comme ça, ma phrase est un peu bizarre, donc on va dire directement, on a les coordonnées de point A de coordonnées 0, 0, 1, etc. Donc, on sait que XAB est égal à XB moins XA, c'est donc égal à 1 moins 0, c'est égal à 1. Je remarque que là j'ai mis un 1 pour A, mais non, c'est 0. Hein. A est l'origine du repère, donc c'est 0, 0, 0. Ici pour le point B, c'est bien 1, 0, 0. Et puis là, c'est 1, 1 et 1. Ça, c'est bon. Donc XAB égale ça. YAB égale YB moins YA, c'est-à-dire 0 moins 0, c'est-à-dire 0. Et ZAB est égal à ZB moins ZA, c'est-à-dire aussi 0 moins 0, ce qui fait aussi 0. Ce qui est normal, le vecteur AB
il est égal à 1 fois le vecteur AB plus 0 fois le vecteur AD plus 0 fois le vecteur AJ. Donc on a bien directement 1, 0, 0. Voilà. Donc le vecteur AB a pour coordonnées 1, 0, 0. Voilà. De même, le vecteur AG pour coordonnées 1, 1, 1. Voilà. Parce que de toute façon, A étant l'origine du repère, le vecteur AB a les mêmes coordonnées que B, et le vecteur AG a les mêmes coordonnées que G. Voilà, donc il y a plusieurs façons de raisonner pour répondre à cette question-là. Et donc, on vérifie, on calcule le produit scalaire. Donc, n scalaire AB est égal à... Donc là, on a 0 moins 1, 1. Donc, 0 fois 1. Donc, on a 0 ici, multiplié par 1 ici. Puis après, on fait moins 1 fois 0. Donc, plus moins 1 fois 0 et plus 1 fois 0. Ça fait 0. Et n scalaire AG est égal à 0 fois 1, plus moins 1 fois 1, plus 1 fois 1. Donc là, on obtient 0 moins 1 plus 1, donc ça fait 0 aussi. Donc, on a n qui est orthogonal à AB, n qui est orthogonal à AG, et AB et AG ne sont pas collinaires. Tac, avec un S, c'est mieux. On en déduit. Donc que n est normal, est un vecteur normal au plan A, B, G. Voilà, puisque en gros, le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ce plan-là. Donc le vecteur n est bien normal au plan ABG. Alors quand vous avez des questions comme ça, en règle générale, c'est pas toujours le cas, mais dans 90% des cas au bac, vous avez 5 questions notées sur 5 points, donc généralement vous pouvez estimer que c'est 1 point par question. Des fois ça change, des fois vous avez une question qui va être sur 1,25 et une autre qui va être sur 0,75, mais bon, grosso modo, c'est 1 point par question. La droite DG est parallèle à la droite IJ. Alors là, c'est pareil, il ne faut pas chercher trop compliqué. Je veux vérifier que la droite IJ donc, est parallèle à la droite DG. Donc là, déjà, mon dessin, ça commence à être un peu illisible. Donc évidemment, c'est pas visuellement qu'on va regarder ça. On résout ça par les mathématiques. Et pour savoir si deux droites sont parallèles, il suffit de savoir si les vecteurs qui correspondent sont collinaires. Donc pour DG, je prends un vecteur directeur de DG. Donc on va choisir le vecteur DG, on pourrait très bien choisir le vecteur GD ou 3 fois DG, bon peu importe, mais autant on va pas faire les choses compliquées. Donc on va choisir le vecteur DG, et puis là on va choisir le vecteur IJ. Mais on a besoin de calculer les coordonnées, alors de G on connaît, D ça va être facile, et puis après il faudrait I et J. Alors, donc hop. Donc, on a donc les coordonnées de D, c'est facile, c'est 0, 1, 0. Et G, on sait déjà, c'est 1, 1, 1. Donc, les coordonnées de DG, donc il faut faire 1, moins 0, 1, moins 1 et 1, moins 0. Donc ça fait 1, 0, 1. Voilà, ça, ce sont les coordonnées de DG. Ce qui est assez... voilà, on voit bien. Tac... D... Oui, c'est ça. On commence comme ça. Donc ça fait 1, puis 0 selon le vecteur AD, puis 1, on remonte ici. Ensuite, on a besoin des coordonnées du vecteur IJ. Alors, le point J est au milieu du vecteur AE. Quoi, du segment AE, pardon. J est le milieu de AE. Donc, XJ, c'est égal à XA plus XE sur 2. YJ, c'est égal à YA plus YE sur 2. Et ZJ est égal à ZA plus ZE sur 2. D'accord? On utilise les formules du cours. Alors, on sait que XA, de toute façon, pour A, c'est 0, 0, 0. Et le point E, vu que le... ici... Ah ben non, mais je suis bête, j'écris n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi ce que j'ai écrit là, mais c'est pas nécessaire. J, c'est justement ce qui permet de définir le vecteur K. Vous voyez que quand on n'est pas attentif. Donc, comme J permet de définir le vecteur unitaire K, c'est facile. Les coordonnées de J, c'est simplement
0, 0, 1. Ce que j'ai besoin de faire ici, c'est surtout pour le point I. Donc je vais réécrire la même chose, mais pour le point I. Alors dans ce cas-là, hop, regardez, on va transformer un petit peu, parce que ça, on en a quand même besoin. Hop, là, ça sera I. Bon, attendez, ça sera plus simple. Tac, allez, on se la refait. Donc I est le milieu de EF. Donc xi égale xe plus xf sur 2. YE plus YF sur 2. Et ZI est égal à ZE plus 7F sur 2. Alors, XE, bah, c'est justement le vecteur AE, c'est 2 fois le vecteur AJ. On le sait parce que J est au milieu de AE. Donc le point E a pour coordonnées 0, 0, 2. Donc le point E, ça va être 0, ici 0, et ici 0, 2. Le point F, il est ici, donc le vecteur AF est égal à AB plus BF. Donc en gros, c'est une fois le vecteur I plus une fois le vecteur K. Donc le point F a pour coordonnées 1, 0, 1. Donc le point F a pour coordonnées 1, 0, 1. Donc ici, on a xi qui est égal à 1 demi, yi qui est égal à 0, et ici on a 3 demi. Voilà. On sait que le point J a pour coordonnées donc 0, 0, 1. Donc le vecteur IJ, hop, a pour coordonnées, donc attention, j'ai écrit IJ, donc je pars de J moins I, donc je fais 0 moins 1 demi, donc ça fait moins 1 demi. Ensuite pour Y, ça fait 0 moins 0, donc 0. Et puis pour Z, 1 moins 3 demi, donc ça fait moins 1 demi. Hop. Donc il y a la question 3 qui est juste en dessous, donc je vais essayer de finir ici. Donc ça c'était IJ, et donc la question c'est est-ce que DG est collinéaire à IJ? Bah, de toute évidence oui, puisque lorsque je fais DG multiplié par moins 1 demi, on trouve bien IJ, puisque 1 moins 1 demi ça fait bien ça, 0 multiplié par moins 1 demi ça fait 0, et 1 multiplié par moins 1 demi ça fait bien moins 1 demi. Donc ici, DG est égal à moins 1 demi fois... non, pardon, c'est dans l'autre sens, excusez-moi. C'est IJ qui est égal à moins 1 demi fois DG, puisque dans mon raisonnement précédent, j'ai pris les coordonnées de DG, et c'est les coordonnées de DG que j'ai multipliées par moins 1 demi. Donc on a ça. Donc IJ et DG sont... IJ et DG sont collinéaires. Hop. Donc, on a bien IJ parallèle à DG. Donc l'affirmation est vraie. Voilà, ça c'est vrai que je ne l'ai pas écrit, et là c'est pareil, l'affirmation est vraie. Donc ces deux premières questions-là étaient vraiment pas compliquées, hein, c'est du cours à appliquer, il faut savoir, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur normal? Il faut que ça soit orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan, donc je calcule le produit scalaire, etc. Quand est-ce que deux droites sont parallèles? Bien lorsqu'on a des vecteurs collinaires. Voilà. Donc on applique vraiment bêtement le cours. Alors après ça demande un petit peu de rédaction, mais bon, ça se fait bien. Une mesure en degrés de l'angle BGJ est égale à 60 degrés. Alors là, j'ai à nouveau la figure ici, ça permet de refaire les choses un peu proprement. Donc, l'angle BGJ, c'est l'angle qui est placé au niveau du point G. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le vecteur GB et puis le vecteur GJ. Voilà. Et donc, ce qu'on recherche, c'est l'angle qui est ici, l'angle géométrique. Donc, finalement, le sens dans lequel on écrit ça n'a pas d'importance. Donc bon, là clairement c'est encore du cours, c'est une application du produit scalaire. J'ai déjà dit au début de l'exercice que j'étais dans un repère orthonormé, donc il n'y a pas de problème. Donc on sait que GB scalaire GJ est égal à la norme de GB, donc en gros la longueur GB, multiplié par la longueur GJ, multiplié par le cosinus de l'angle formé par les vecteurs GB et GJ. Et cet angle-là, écrit comme ça avec des vecteurs, c'est un angle orienté, d'accord? C'est-à-dire je vais de GB à GJ, donc là on voit que je tourne dans ce sens-là. Donc a priori on aurait une valeur négative, mais là on s'en moque, puisque de toute façon on demande la mesure en degrés, on demande quoi? Une mesure en degrés de cet angle-là, qui est l'angle géométrique, donc de toute façon l'orientation on s'en moque. Alors les coordonnées de GB sont
Donc c'est xb moins xg, etc., etc. Donc les coordonnées de b, on les a déjà quelque part. C'est 1, 0, 0. Ah bah voilà, on a déjà ça. Donc c'est parfait. Donc ici, je fais 1 moins 1 qui fait... Alors attendez, je veux gb. Donc il faut que je le fasse xb moins xg. Donc ça fait 1 moins 1 qui fait 0. Ensuite 0 moins 1 qui fait moins 1. Et 0 moins 1 qui fait moins 1 aussi. Donc gb, c'est 0, moins 1, moins 1. Il y a un moins ici. Ce qui est assez logique, puisqu'on voit que GB, on va dans l'autre sens, entre guillemets, par rapport aux vecteurs qui définissent notre repère. Donc 0, moins 1, moins 1, ça me va bien. Ça, ce sont les coordonnées de GB. Et alors, j'aurais dû mettre... bon, les coordonnées de GB sont... Tac. Et celles de GJ sont... Alors c'est pareil, coordonnées de J, on les connaît. C'est 0, 0, 1. Donc G c'était 1, 1, 1, donc si je fais xj moins xg, je vais avoir moins 1, et puis 0. Moins 1, moins 1, 0. Ce qui est assez logique, si on va de G vers J, je fais d'abord moins une fois, si je vous le dessine ici, j'ai moins le vecteur AB, d'accord? Et ensuite j'ai moins le vecteur AD, et puis après je fais 0 fois le vecteur AJ. Donc j'ai bien moins 1, 0. Donc maintenant on peut calculer les longueurs GB, si je me remets dans la bonne couleur. Hop. Donc la longueur GB est égale à racine carrée de 0 au carré, plus moins 1 au carré, plus moins 1 au carré. En gros, je prends les coordonnées de GB. Et donc ça fait racine de 2. Et GJ, c'est égal à moins 1 au carré, plus moins 1 au carré, plus 0 au carré. Tac. Et ça fait également racine de 2, d'accord? Donc en plus on trouve que GBGJ est un triangle isocèle. Bon, on s'en moque. Alors cela dit, alors faudra vérifier si ça fait bien 60 degrés, mais si on trouve 60 degrés, on a ici un triangle isocèle avec un angle qui mesure 60 degrés, donc au final on obtient un angle équilatéral. Ce qui me fait penser, d'ailleurs, une autre façon de faire les choses, oui, tiens, ça aurait pu être intéressant. Là, je suis parti sur le produit scalaire, je vais finir comme ça. Mais une autre façon de faire les choses, c'est de calculer maintenant la longueur BJ. Et en fait, on va sans doute se rendre compte que BJ, oui, parce que là, on est dans un carré de côté 1, donc BJ, en fait, est aussi égal à racine de 2. Donc une autre façon de raisonner, là, je vais terminer avec le produit scalaire, mais une autre façon de faire, c'est de dire, ah ben là, j'ai un triangle équilatéral. Et donc, puisque j'ai un triangle équilatéral, je sais que les angles sont tous égaux à 60 degrés. Voilà. Ça aurait sans doute été plus rapide parce que là il y a juste une longueur à calculer et on n'a plus besoin de s'embêter avec le produit scalaire. Alors, on va quand même continuer avec le produit scalaire, comme ça vous aurez la méthode. Donc d'une part, GB scalaire GJ égale, donc là j'utilise les coordonnées de GB et de GJ, donc ça fait 0 fois moins 1, plus moins 1 fois moins 1, plus moins 1 fois 0. Bon, là l'avantage c'est que c'est facile à calculer, on trouve 1. Hop. Tac, ok. Et d'autre part, hop, GB scalaire GJ est égal à, donc GB, je réécris la formule, fois GJ fois le cosinus. Alors là, je vais écrire, au lieu d'écrire comme ça, je vais directement écrire BGJ. Alors là, si vous utilisiez le produit scalaire, il fallait faire attention à bien utiliser les bons vecteurs. Il fallait que G soit le sommet commun, l'origine commune des deux vecteurs. Donc, donc maintenant je sais que ça fait 1, ça fait racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 fois le cosinus de l'angle BGJ. Hop. Donc on a 1 égale racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, fois le cosinus BGJ. Et ainsi, le cosinus de l'angle BGJ, bon là comme c'est multiplié par 2, 2 fois le cosinus est égal à 1, donc le cosinus tout seul est égal à 1,5. Et là, soit vous utilisez la calculatrice, soit vous connaissez par cœur vos identités, pas les identités remarquables, mais les valeurs remarquables, et vous savez que si le cosinus est égal à 1,5, en tout cas le cosinus est égal à 1,5, lorsque l'angle est égal à pi sur 3 ou moins pi sur 3, alors évidemment plus ou moins de capi, mais pi sur 3, ça fait 60 degrés. Alors c'est là où je vous dis justement
comme c'est l'angle géométrique qu'on regarde, on n'a pas besoin de savoir dans quel sens on tourne. Et voilà, c'est terminé. On a bien ça, donc la réponse était bien vraie ici aussi. Donc ici, c'est vrai. Voilà, mais là vous voyez, avec le recul, si j'avais fait d'abord les choses au brouillon, je me serais rendu compte que j'avais un triangle équilatéral, et que donc il suffisait de calculer les trois longueurs, et dire, ah bah les trois longueurs sont égales, donc c'est un triangle équilatéral, et donc forcément la mesure c'est 60 degrés. Et je me serais pas embêté avec, avec tout le reste, quoi. Voilà, mais bon, c'est pas très grave. Les vecteurs IJ, GA et BC sont coplanaires. Alors là, j'ai peut-être été un petit peu ambitieux, je pense que je vais avoir besoin d'une autre page. Alors, pour savoir si trois vecteurs sont coplanaires, bon bah il suffit. Alors attendez, IJ. Alors oui, IJ il est ici. Alors IJ il est sur la face de devant. GA il est en fait il traverse le prisme et BC il est comme ça. Il est sur la face de côté, quoi. Donc bon, on va faire la méthode classique. Alors on peut partir de n'importe quel vecteur. On va dire que hop, question 4. Alors, déjà, hop, on a IJ qui a pour coordonnées, je vais me le noter ici, parce que comme ça, moins 1,5, 0, moins 1,5. Donc, moins 1,5, 0, moins 1,5. Ensuite, on s'intéresse à GA. Donc, GA, c'est moins AG. Et AG, on sait depuis le début de l'exercice que c'est 1, 1, 1. Donc, GA, ça va être moins 1, moins 1, moins 1. Moins 1, moins 1, moins 1. Et quel est le dernier vecteur qui nous intéresse? BC. Alors BC, on l'a jamais calculé. On sait que les coordonnées de C, quoi, on le sait pas, mais coordonnées de C, c'est 1, 1, 0. Les coordonnées de B, c'est 1, 0, 0. Donc le vecteur BC, il a pour coordonnées 0, 1, 0. 0, 1, 0. Tac. Voilà. Si je fais pas d'erreur, normalement c'est ça. Oui, puisque le vecteur BC est égal au vecteur AD. Bon. Et donc maintenant, on veut savoir si les vecteurs sont coplanaires, donc il faut résoudre un système. On pourrait dire par exemple, vecteur coplanaire, ça voudrait dire que IJ est égal à alpha fois le vecteur GA plus bêta fois le vecteur BC. Voilà. Ça, c'est une possibilité. Sauf que on essaye d'être intelligent et on se dit que là, on voit qu'il y a des zéros qui apparaissent. Donc s'il y a des zéros qui apparaissent, il y a peut-être moyen de, au lieu d'écrire IJ en fonction de GA et BC, bah une bonne idée, ce serait d'écrire plutôt le vecteur GA en fonction de IJ et BC. D'accord? Donc, IJ, GA et BC sont coplanaires. Si et seulement si. Donc, il existe deux réels alpha et bêta. Tel que le vecteur GA est égal à alpha fois le vecteur IJ plus bêta fois le vecteur BC. C'est-à-dire qu'il existe deux réels alpha et bêta tels que le système suivant a au moins une solution, donc moins 1, moins 1, moins 1 égale donc alpha fois moins 1,5 plus bêta fois 0. Donc là, en gros, je prends les abscisses. Et puis après, ici, j'ai égal alpha fois 0 plus bêta fois 1. Et ici, j'ai alpha fois moins 1,5 plus bêta fois 0. Et donc, quel est l'intérêt d'avoir ça? C'est que la première ligne me donne directement la valeur d'alpha. La deuxième ligne me donne directement la valeur de bêta. Et la troisième ligne me donne aussi directement la valeur de alpha, et comme c'est exactement la même équation, on trouve exactement la même solution pour alpha. Et donc, en fait, là, on a directement les solutions. Okay, donc, hop, je vais écrire ça à côté pour économiser de la place. Donc, L1 et L3 nous donnent... Donc, L1 et L3 nous donnent moins 1 égale, donc moins 1,5 de alpha, plus 0. Ce qui veut dire que alpha est égal à 2. Voilà, puisque c'est moins 1,5 fois 2 qui est égal à moins 1. Et L2, pardon, pourquoi L4 L2 nous donne
Alors là, nous donne directement moins 1 égale bêta. Donc bêta égale moins 1. Hop. Donc ici, on a alpha égale 2, bêta égale moins 1. Autrement dit, tac, donc le système est compatible, mais surtout, on va écrire que GA est égal à 2 fois IJ moins 1 fois BC. D'accord? Donc en gros, je reprends cette formule-là, tac, je reprends ça, et je remplace alpha par 2 et bêta par moins 1. Et ça veut bien dire que les vecteurs sont coplanaires. Donc, GA, IJ et BC sont coplanaires. Et donc, encore une fois, l'affirmation était vraie. Alors, je me demande d'ailleurs... oui, indiquer si elle est vraie ou fausse. Donc, en théorie, on aurait pu avoir des affirmations fausses. Jusqu'à présent, toutes les affirmations étaient vraies. Si j'ai pas fait d'erreur de calcul. Alors, attendez, ça c'était le 4. Ça, c'est la question 3. Hop. La question 2 est là, et la question 1 est là. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ce qu'on peut dire aussi, si on veut vraiment se ramener à la définition, ici, j'ai donc GA qui est égal à 2IJ moins BC. Si je veux me ramener vraiment à la définition de 3 vecteurs coplanaires, il faut avoir une combinaison linéaire des 3 vecteurs qui est égale au vecteur nul. Mais ça, c'est facile, parce que du coup, à partir du moment où j'ai ça, je peux écrire ça, plus BC, et dire que c'est égal au vecteur nul. Et c'est ça la vraie définition de vecteurs coplanaires. Mais on peut se ramener à un truc comme ça. Quoi, on peut se ramener à ça. Si on a ça, on a forcément un truc dans ce genre-là. Voilà, allez, on va regarder la question 5. Le volume du prisme droit ABFE DCGH est égal à 8 cinquièmes. Alors, est-ce que je peux effacer les traits que j'ai fait ici? Oui. Alors, il faut se rappeler des choses que vous avez apprises finalement au collège. C'est que le volume d'un prisme droit, donc c'est la question 5. Hop. Je mets donc 5. Donc, volume du prisme, c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur. Alors, comment vous pouvez vous rappeler de cette formule-là? Si vous prenez simplement un pavé droit, tac. Vous prenez un parallélépipède rectangle. Vous savez que pour calculer le volume du parallélépipède rectangle, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Mais qu'est-ce que c'est que longueur fois largeur? Ça correspond justement à l'aire de la base, qui est ici. D'accord? Et donc ça correspond bien à l'aire de la base multiplié par la hauteur. Voilà. Sauf qu'ici, la base, c'est pas un rectangle, c'est un trapèze. C'est le trapèze qui est ici. Alors il y a une formule pour calculer l'aire du trapèze, qui est petite base plus grande base, le tout multiplié par la hauteur, divisé par 2. Je ne vais pas utiliser cette formule-là. Puisque ici... Alors, ah oui, non, il va peut-être pas vouloir parce que je suis en perspective, là. Ici, là, j'ai un carré. La ABFJ est un carré, de côté 1. Okay, et JFE est un triangle rectangle, de côté 1 aussi. Donc, finalement... l'aire du trapèze ABFE, donc l'aire, oui, on va se remettre correctement, l'aire du trapèze, donc ABFE, est égale à l'aire du carré ABFJ plus l'aire du triangle rectangle JFE. L'aire d'un carré, c'est facile, c'est côté fois côté, donc ici c'est 1 fois 1. Alors si je détaille, pour ceux qui lisent la correction, l'aire du carré, donc c'est AB fois BF, par exemple. D'accord? L'aire du carré, AB fois BF, ou AB fois AJ, hein. Et ça on sait que c'est 1 dans notre paire. Hein. Et puis l'aire du triangle rectangle, c'est JF fois JE divisé par 2. Plus JF fois JE divisé par 2. Bon, mais là on a 1 fois 1, plus JF, ça fait 1 aussi, et JE est égal à 1, puisque J est le milieu de AE. Donc c'est-à-dire qu'on sait que la norme de AJ est égale à la norme de JE. Voilà, et puis là on sait qu'on a un carré, donc JF fois JE divisé par 2. Donc au final, ça fait 1 plus 1 demi,
1 plus 1 demi, et donc ça fait 3 demi. Donc ça, c'est l'air. Donc le volume du prisme, c'est donc égal à l'air de ABFE, donc c'est l'air de la base, multiplié par la hauteur. Donc c'est égal ici à 3 demi, multiplié par la hauteur du prisme, on va prendre par exemple BC, ou FG, ou EH, bon, peu importe ce qu'on prend, ça fait 1. Donc multiplié par 1, donc le volume du prisme est égal à 3 demi. On nous dit dans l'énoncé que le volume est égal à 8 cinquièmes. Ici, moi, je trouve 3 demi. Donc, on a une affirmation fausse. Tac, la seule de cet exercice-là. Donc ici, hop, c'est faux. Tac. Voilà pour l'exercice 1. C'était donc, grosso modo, hein, je vous avais déjà dit ça en classe, il faut estimer, vous avez 4 exercices à faire en 4 heures, donc c'est en gros 1 heure par exercice. Il faut enlever quand même le temps de, comment dire, quand vous changez de feuille, vous réécrivez toutes les informations sur votre feuille, quand vous numérotez les pages, et évidemment toute la relecture, d'accord? Et en réalité, vous pouvez estimer un exercice à 45-50 minutes. Voilà. Après, il y a des exercices qui sont plus longs que d'autres. Donc il y a des exercices, si vous faites en 50 minutes ou 45 minutes, l'autre, vous pouvez vous dire, je le fais en 55 minutes, etc. Mais si vous laissez une marge de 10 minutes par exercice pour la relecture, c'est bien. Alors ça fait 40 minutes de relecture au total. En réalité, c'est un peu trop, 40 minutes. Mais il vaut mieux avoir une marge comme ça. Donc voilà. Donc cet exercice-là, honnêtement, les premières questions, c'était vraiment du cours. La troisième question, c'était aussi du cours, une méthode assez classique, même si on a vu qu'on pouvait faire autrement. La question 4, là encore, une méthode très classique qu'on avait vue plusieurs fois. Et la question 5 était... Quoi, la seule chose compliquée dans la question 5, c'était de rappeler le volume du prisme. Voilà. Donc voilà pour cet exercice 1. On va pouvoir passer à l'exercice 2. L'exercice 2 était sur 5 points aussi. Bon, c'était un exercice sur les fonctions. Donc on a une fonction f définie sur l'intervalle -1, 3 par f de x égale 1 de x au carré, pardon, fois exponentielle de -x. Alors là, on a dessiné des courbes au-delà de l'intervalle -1 et 3. Bon, c'est pas très grave. On admet que f est dérivable sur i, donc ça, c'est quand même important. Donc on sait que f est dérivable sur i, on note f', sa fonction dérivée, ça c'est assez classique. Et donc on a représenté ci-contre les courbes des fonctions f et f' dans un repère orthogonal. Et donc la première chose à faire, c'est parmi les courbes C1 et C2, quelle est celle qui représente la fonction f, et il faut évidemment justifier. Alors, évidemment, cette question-là va impacter la suite. Donc si vous vous trompez, c'est un petit peu gênant. Mais normalement, vous ne devriez pas vous tromper. Alors c'est peut-être facile à dire, mais vous savez que la fonction f est décroissante lorsque la dérivée est négative. Et à l'inverse, la fonction f est croissante lorsque la dérivée est positive. Donc, par exemple, si je regarde la courbe C2, je vois que la courbe C2, elle est d'abord, elle représente une fonction qui est d'abord croissante. Ce qui voudrait dire que, normalement, si C2 représente f, puisque là, f est croissante, je devrais avoir une fonction dérivée qui est positive. Et ici, c'est le cas. D'accord ? Je vois bien que puisque ici c'est croissant, j'ai bien une dérivée qui est positive, donc c'est cohérent. Si je continue avec C2, on voit que C2 est croissante, qu'à arriver à un moment ici, ça devient décroissant. Donc si à ce moment-là, la fonction f est décroissante, il faudrait qu'à partir de ce moment-là, la fonction f' soit négative. Or, si vous regardez bien la courbe de C1, elle n'est jamais négative. D'accord ? Donc, du coup, ça ne fonctionne pas. Et donc maintenant, si je fais le raisonnement dans l'autre sens, je dis, du coup, C2 ne peut pas être la fonction f. Donc je peux dire, maintenant c'est C1 la fonction f. Donc si C1 représente la fonction f, on voit que d'abord la fonction est décroissante, et arrivée à cet endroit-là, elle est croissante, et arrivée à ce niveau-là, elle est à nouveau décroissante. Donc on a quelque chose qui est décroissant, croissant, décroissant. Donc la dérivée devrait être négative, puis positive, puis négative. Et en l'occurrence, c'est exactement ce qu'on voit. Ici, j'ai une fonction qui est d'abord négative, puis positive, puis négative. Donc, ça veut dire que C1, ici, serait la courbe de la fonction f, et C2, la courbe de la fonction f'. Ça, c'est une façon de voir les choses. Je vous ai donné le raisonnement, on va dire, le plus général.
qui fonctionnera dans ce type de question-là. Dans cet exercice-là en particulier, il y avait un peu plus simple. La fonction f, elle est définie par 1 demi de x au carré multiplié par l'exponentielle. 1 demi de x au carré, c'est positif. Exponentielle de moins x, c'est forcément positif. Donc la fonction f est toujours positive. Donc puisque la fonction f est toujours positive, bah, ça ne peut pas correspondre à la courbe de C2. Ouais, donc là, dans ce cas-là, c'était beaucoup plus simple. Mais parfois, vous n'avez pas l'expression de la fonction, ou bien l'expression est trop compliquée pour déterminer le signe, et donc il faut raisonner comme je vous l'ai dit avant. Là, on va faire le raisonnement le plus court, on va rédiger le raisonnement le plus court, c'est-à-dire directement à partir du signe. Donc, c'est la partie A. Donc, question 1. Donc, pour tout x appartenant à i, donc on est entre moins 1 et 3. Hein. Donc, 1 demi de x carré est strict, alors supérieur ou égal à 0, puisque x peut être égal à 0, et exponentielle moins x est strictement positif. Donc, f de x est supérieur ou égal à 0. Donc forcément, la seule courbe qui représente ça, c'est la courbe C1. Tac, on en déduit que C1 représente f, car C1 est toujours au-dessus, alors au-dessus, ou je vais mettre au-dessus, alors voilà, mon au-dessus il est mal écrit, excusez-moi. Bon, j'écris mal de façon générale, surtout sur l'ordinateur. Là, j'essaye d'aller un peu vite dans ce que j'écris, mais voilà, on va quand même essayer de s'appliquer. Donc C1 représente f, car C1 est toujours au-dessus ou sur, je vais le mettre entre parenthèses, l'axe des abscisses. Hop, voilà. Tac. Alors l'axe des abscisses, parce que pourquoi je dis ou sur, parce qu'on voit que justement en 0, la C1 est exactement sur l'axe des abscisses. D'accord, il y a un point d'intersection ici, donc je ne peux pas dire qu'elle est toujours au-dessus, ça ne serait pas tout à fait rigoureux. Mais bon, c'est pas non plus dramatique. Hein. L'idée, c'est voilà, de réussir à justifier quand même correctement et d'avoir la bonne idée. Donc ça, c'est bon. Question 2, déterminer graphiquement, il va leur rapprocher les solutions de l'équation f' de x égale moins 1. Alors, maintenant, on sait que f' est représenté par C2. D'accord? Donc, les solutions de f' de x égale moins 1 sont les antécédents de moins 1 par f', et je sais que je dois regarder par rapport à C2. Donc je regarde la droite qui est ici, et on voit qu'il n'y a qu'un seul antécédent qui correspond au nombre qui est ici, et on fait bien attention à l'échelle, ici ce nombre-là correspond à moins 0,5. Donc hop, il n'y a qu'un seul antécédent. Alors je vais mettre 2 points, il n'y en a qu'un seul. Et puis je vais rédiger correctement, f' de x égale moins 1, si et seulement si, donc x égale moins 0,5. Alors je ne l'ai pas précisé, mais on est toujours sur l'intervalle moins 1, 3. Hein. Donc si ça se trouve, il y a d'autres antécédents ailleurs, mais là on se place uniquement entre moins 1 et 3, donc on s'en moque de ce qui se passe ailleurs. Là j'ai qu'un seul antécédent. Existe-t-il une tangente à la courbe de f qui a pour coefficient directeur m égale 0,3? Alors là il faut se rappeler du cours. Question 3. Donc, le coefficient directeur de la tangente à CF au point d'abscisse, alors au point d'abscisse petit a, hein, d'accord, est égal à f' de a. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut savoir s'il y a un coefficient directeur égal à 0,3. Donc en gros, on cherche à résoudre. Je vous écris tout ça pour que ça soit clair, vous n'étiez pas obligé de rédiger exactement comme ça, mais c'est juste pour que vous ayez le raisonnement. Donc on cherche à résoudre f' de x égale 0,3. Or, graphiquement, on remarque que le maximum ici pour f', c'est quelque part par là. D'accord? Hop. Tac, c'est quelque part par là. Attention, je regarde pas la courbe C1, je regarde uniquement la courbe C2. Et là, bah, je suis au niveau de la moitié du carreau. Ok? Donc,
Hop. Or, graphiquement, le maximum de f' est environ 0,25. Donc, et 0,25, c'est plus petit que 0,3. Donc, l'équation f' de x égale 0,3 n'a pas de solution. N'a pas de solution. Tac. Alors, si jamais, parce que vous avez mal regardé, vous avez dit, ah ben si, ça c'est 0,3, c'est pas 0,25, etc. Bon, au niveau de la précision du graphique, c'est vrai que c'est pas évident de se rendre compte où est le 0,25 et où est le 0,3. Donc si jamais vous avez dit, ah oui, si ça existe, et ça existe pour ce point-là, de coordonnées 0,25, vous obtenez les points à la question. Parce qu'en fait, le but de cette question-là, c'était vraiment, est-ce que vous êtes capable de faire le lien entre le coefficient directeur et le nombre dérivé, et du coup faire le lien entre le nombre dérivé et puis la courbe de la fonction f'. Si vous êtes capable de faire ce lien-là, et que vous l'avez justifié correctement, bon, si votre lecture graphique, elle est un peu... voilà, elle n'est pas terrible, que vous avez dit, ah oui, c'est bon, c'est 0,3 et pas 0,25, ça passe, vous obtenez les points, parce que en gros, vous avez bien montré que vous avez compris le sens de la question. Alors évidemment, si c'était m égale 0,7, et que là, vous dites, ah bah oui, ça marche, bon, là, ça passe pas. Là, c'est vraiment parce que 0,3, c'est quand même assez proche de 0,25, et il pouvait y avoir une confusion possible. Donc si vous avez fait cette confusion, c'est pas grave, vous avez les points à cette question-là. S'il n'y a pas de confusion possible, par contre, même si vous avez le bon raisonnement et que par contre vous vous trompez complètement dans l'échelle, là, vous perdez des points. Pas tous, mais vous en perdez, c'est sûr. Donc voilà, donc ici, existe-t-il une tangente? Donc c'était non. Voilà, je peux préciser, la tangente cherchée n'existe pas. La tangente cherchée n'existe pas. Tac, voilà. Ok, ça c'était pour la partie 1, purement de lecture graphique. Honnêtement, il n'y avait pas non plus de soucis particuliers. Partie B, justifier que pour tout x appartenant à i, on a f' de x égale ce truc-là. Alors j'ai remis en tout petit ici ma fonction f pour pas oublier. Alors on sait que la fonction est dérivable. C'est admis que la fonction est dérivable sur i, donc il n'y a pas besoin de le rejustifier. Maintenant, s'il fallait justifier, il faut dire que ici, vous avez une fonction composée de l'exponentielle avec une fonction affine. Donc cette fonction composée est dérivable sur R, et donc en particulier entre 1 et 3. Cette fonction-là est dérivable sur R aussi, puisque c'est 1/2 de x carré, c'est une fonction polynôme, et on fait le produit de ces deux fonctions, donc le produit des deux fonctions va être aussi dérivable sur R. Voilà, donc voilà ce qu'il faudrait écrire. Là, il n'y avait pas besoin de vous prendre la tête à écrire tout ça, surtout ne perdez pas de temps à répondre à des choses qu'on ne vous demande pas, et il fallait directement calculer la dérivée. Donc ici, on sait qu'on a un produit à calculer, donc c'est la partie B. Donc, je vais l'écrire en français. Pour tout x appartenant à i, virgule, on pose u de x égale 1/2 de x carré et v de x égale exponentielle moins x. On a u' de x égale donc 1/2 fois 2x, donc en gros ce qui fait x, et v' de x égale, alors attention, la dérivée de exponentielle u, alors même si évidemment le u qui est que j'écris ici, c'est u' fois exponentielle u. Donc, évidemment le u qui est là, ça n'a rien à voir avec le u qui est là. Donc quand je dérive la fonction exponentielle, je dois dériver ce qu'il y a dans l'exponentielle, et après je remultiplie par exponentielle. La dérivée de moins x, c'est moins 1, donc ça me donne moins 1 fois exponentielle moins x, et je recopie exponentielle. Bon. Et pourquoi j'avais besoin de ça? Parce que ici, ma fonction f, elle s'écrit sous la forme u fois v, donc la dérivée, ça va être u'v plus uv'. Donc u'v plus uv', donc pour tout réel x appartenant à i, f' de x égale, donc u' fois v, donc c'est x fois exponentielle moins x, plus u fois v', 1/2 de x carré, fois moins 1 fois exponentielle moins x. Dès que vous avez de l'exponentielle, vous pensez à factoriser par l'exponentielle.
hop, et donc ça vous donne exponentielle moins x, facteur de x, alors plus 1 demi de x carré fois moins 1, donc en gros le fois moins 1 va changer ce plus en moins, donc ça fait moins 1 demi de x carré. Et vous obtenez exactement ce qu'il fallait démontrer ici. Ça tombe bien. Donc là c'est pareil, c'était franchement pas une question très compliquée. Dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc pour connaître les variations de f, il faut connaître le signe de la dérivée. Donc la dérivée, on l'a calculée. Et là, vous voyez encore que même si on n'avait pas à calculer la dérivée, elle est donnée dans l'exercice. Donc si elle est donnée dans l'exercice, on en profite, d'accord? Donc même si vous n'avez pas réussi à la question 4, vous pouvez quand même faire la question 5. Donc on cherche le signe de la dérivée. Donc on sait que pour tout x, appartenant à i, exponentielle moins x est strictement positif. Donc f' de x a le même signe que x moins 1 demi de x au carré. C'est un polynôme du second degré. Vous pouvez vous amuser à calculer le discriminant de ce polynôme pour trouver les racines. Et à partir des racines, faire le tableau de signes de ce polynôme. Mais vous voyez bien ici que vous pouvez mettre x en facteur. Donc ça fait x facteur de 1 moins 1 demi de x. D'accord? Quand je développe ici, donc j'ai x moins 1 demi de x carré, ça correspond bien à ça. Ce qui me donne 0, ici, pour la première racine, et pour la deuxième racine, j'ai 2, puisque 1 moins 1 demi fois 2, ça fait 1 moins 1, ce qui fait 0. D'accord? Donc, les racines de x moins 1 demi de x carré sont donc... donc, on a dit quoi? On a dit 0 et 2. Donc si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec ce calcul mental, bon, bah, vous calculez le discriminant et puis vous faites les choses avec le discriminant, hein, c'est pas grave. Hein. Vous allez juste perdre un peu de temps, mais c'est rien de dramatique. Donc attention, on est entre moins 1 et 3. Donc là, c'est pas grave, les deux racines, c'est 0, 2, elles sont bien entre moins 1 et 3, mais faut se méfier. Hein. Si ça n'avait pas été le cas, il ne faut pas placer les racines qui sont à l'extérieur de l'ensemble de définitions qu'on nous donne. Donc ici, on va avoir 0, ici, on va avoir 0, d'accord? Et donc, comme on a un polynôme du second degré, que le coefficient a, le coefficient devant x carré, c'est moins 1 demi, c'est donc négatif. Donc, on a d'abord ici quelque chose de négatif, puis positif, et puis enfin négatif. Donc ça, c'est pour f'. Et donc, pour f, on va avoir une fonction qui est d'abord décroissante, puis croissante, puis décroissante. Et ça tombe bien, puisque c'est exactement ce qu'on a ici. On a d'abord la fonction f' qui est négative jusqu'à 0, puis elle est positive jusqu'à 2, puis elle est négative. Donc la fonction est décroissante, puis décroissante. Donc c'est exactement là, avec le graphique, on peut vérifier nos réponses. Donc n'écrivez pas n'importe quoi, quand vous avez le graphique, vous vérifiez vos réponses. Et il faut compléter le tableau avec les valeurs arrondies à 10 moins 1 près. Donc il faut regarder f de moins 1, évidemment j'utilise la fonction f et non pas la fonction f'. Donc c'est 1 demi de x carré fois exponentielle x. Donc ça fait 1 demi fois moins 1 au carré, plus exponentielle de moins 1. Hein, faites attention. Donc ça fait 1 demi plus e. Donc on va regarder ce que ça donne au niveau des valeurs rapprochées. F de 0, bah, ça fait 1 demi fois 0 au carré plus exponentielle de moins 0. Donc là, en gros, bah, ça fait exponentielle 0 est égal à 1. Alors on vérifie. Est-ce que l'image de 0? Non, là j'ai fait un souci. Ah oui, bah, je me suis trompé, parce que ici, c'est une multiplication. C'est pas une addition. Donc vous voyez, hop, je regarde le graphique, je me rends compte que j'ai fait une ânerie. Donc là, hop, je vais effacer ça. Là, je vais effacer ça. Donc ici, c'est fois exponentielle de moins 1. Donc ça fait 1 demi fois e puissance 1, donc fois e. Et ici, c'est fois exponentielle de moins 0, donc ça fait 0. Donc là, je vais avoir 0 ici. F de 2, c'est 1 demi fois 2 au carré fois exponentielle de moins 2. 2 au carré, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc j'obtiens 2 exponentielle de moins 2. Alors si vous ne voulez pas vous amuser à faire les calculs de tête, vous prenez la calculatrice. De toute façon, on vous demande une valeur approchée. Donc là, vous n'avez pas le choix d'utiliser la calculatrice. Donc ça fait 1 demi fois... ici 3 au carré fois exponentielle de moins 3. Donc là, on obtient 9 demi fois exponentielle de moins 3. Bon, vous sortez la calculatrice.
Et vous regardez combien ça fait pour tout ça, quoi. Donc ici, on a, hop, donc 1,5 fois E, donc en gros, on a E divisé par 2. Tac. Hop, donc là, ça fait à peu près 1, alors on demande à 10 moins 1 près, donc ça fait à peu près 1,4. Donc f de moins 1, ici, est égal à 1,4. F de 2, donc c'est 2 fois exponentielle moins 2, donc 2 fois E puissance moins 2. Donc là, on obtient 0,27, donc en gros 0,3. 0,3, je vérifie. Pour l'image de 2, ouais, ça me paraît pas mal. Tac, ça me paraît cohérent. Je suis perdu, c'est là, 0,3. Et l'image de 3, c'est 9,5 d'exponentielle moins 3, donc c'est 4,5 fois exponentielle de moins 3. On obtient 0,22, donc 0,2. Donc ici, hop, 0,2. Je vérifie. Là, 0,3, vous voyez que alors, mon trait, je l'ai fait un petit peu au hasard, mais vous voyez que mon trait est censé correspondre à 0,25. Bon, bah là, on est un petit peu au-dessus, donc 0,3, quoi. C'est même 0,27 hein, en réalité. Et puis l'image de 3, elle est légèrement en dessous, 0,2. Donc c'est cohérent, en tout cas. Je me suis peut-être trompé au dixième près. Là, je me suis pas trompé, mais si vous le faites, vous pouvez vous dire, ah, bah, je me suis peut-être trompé au dixième près, mais en tout cas, c'est cohérent. Alors que si vous aviez trouvé 0,40 ou 0, je sais pas, ou 1,8, bon, forcément c'était faux. Ou si vous aviez trouvé des valeurs négatives, vous voyez, ça aurait pu être faux aussi à ce moment-là. Donc voilà, donc tout ça là, c'est cohérent. Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Bon, c'est pas bien compliqué. L'équation réduite est donc y égale f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Voilà. Ça, c'est une question de cours, la question 6. C'est une question de cours. Donc parfois, vous avez des questions de cours perdues au milieu des autres questions. Donc s'il y a des choses que vous ne savez pas faire, il faut quand même bien lire l'exercice en entier, parce qu'il peut y avoir quelque part des questions faciles. Donc f' de 1 égale, donc là on regarde l'expression de f', c'est exponentielle moins 1, facteur de, donc ici x moins 1,5 de x carré. Donc facteur de 1 moins 1,5 de 1 au carré. Donc ça fait exponentielle de moins 1, facteur de 1 moins 1,5, c'est-à-dire 1,5. Donc ça fait 1,5 fois exponentielle de moins 1, que vous pouvez écrire 1,5 fois 1 sur e, et donc ça fait 1 sur 2e. Et f de 1, eh bien f de 1, c'est égal, donc là il faut prendre l'expression de f, c'est 1,5 de x au carré fois exponentielle moins x, je l'avais ici, hein. Donc c'est 1,5 fois 1 au carré fois exponentielle de moins 1. Donc on trouve 1 sur 2 fois exponentielle de moins 1, et on trouve aussi 1 sur 2e. Hein, ça veut dire que l'image de f et de f', l'image de 1 par f et f', on trouve la même chose. Donc il devrait y avoir un point d'intersection. Donc là encore, je vérifie, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que les deux courbes se coupent en 1? Oui, on voit ici que les deux courbes ici se coupent en 1. Donc c'est cohérent. Donc maintenant je remplace. On a y égale, donc 1 sur 2e, facteur de x moins 1, plus 1 sur 2e. Ce qui fait donc, si je développe, bah ça fait 1 sur 2e fois x, moins 1 sur 2e plus 1 sur 2e, et donc au final, y égale 1 sur 2e fois x. Tac. Voilà, ça veut dire que la tangente, elle passerait ici, au niveau du point 1. Alors attention, je regarde bien la courbe C1, donc la tangente, elle passerait par ce point-là et par l'origine du repère. Donc si je veux tracer la tangente, ce qui n'est pas du tout demandé, mais si je veux tracer la tangente, il suffit de tracer une tangente qui passe par ces deux points-là. Voilà, la tangente, elle est comme ça. Hop, parce que je sais qu'elle passe par 0, et je sais que forcément, elle passe par 1. Comment je sais qu'elle passe par 0? Parce que ici, si je remplace x par 0, j'obtiens y égale 0. Bon, et enfin, dernière question, parmi toutes les tangentes à la courbe de f, on cherche à déterminer celle dont le coefficient directeur est le plus grand. Déterminer l'abscisse exacte du point pour laquelle ce coefficient directeur est maximal. Alors là, je vais avoir besoin d'une nouvelle page. Tac. Donc, on cherche le plus grand coefficient directeur.
le coefficient directeur est donné par la fonction dérivée. Donc si je cherche le plus grand coefficient directeur, c'est-à-dire qu'en gros, je recherche le maximum de la fonction dérivée. Et pour trouver le maximum de la fonction dérivée, ça veut dire que je dois déterminer les variations de f'. Pour trouver les variations de f', je dois déterminer sa dérivée. Donc ici, question 7. Hop. La question revient à chercher le maximum de f'. Voilà. Alors pour tout x appartenant à i, je sais que f' de x égale, je vais la recopier pour... donc c'est égal à exponentielle de moins x, facteur de x moins 1/2 de x carré. Donc exponentielle de moins x, facteur de x, pardon, moins 1/2 de x carré. Bon, ça veut dire que je dois dériver cette fonction-là. Donc si je dois dériver cette fonction-là, c'est pareil, on pose u de x égale exponentielle moins x, et v de x égale x moins 1/2 de x carré. Le plus difficile dans cette question, c'était vraiment la première phrase. C'était de faire le lien entre dire, je cherche le coefficient le plus grand, le coefficient directeur le plus grand, donc je dois chercher le maximum de f', et donc je dois calculer la dérivée de f'. Une fois que vous avez compris qu'il fallait faire ça, le reste c'est très mécanique. Donc u' de x égale moins exponentielle moins x, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Et v' de x, bon la dérivée de x c'est 1, et la dérivée de moins 1/2 de x carré c'est moins 1/2 fois 2x, donc au final on obtient 1 moins x. Donc pour tout x appartenant à i, la dérivée de la dérivée, donc on note ça f seconde de x, égale, donc u' fois v, donc ça fait moins exponentielle moins x fois x moins 1/2 de x carré, plus u fois v', donc exponentielle de moins x, facteur de 1 moins x, et comme tout à l'heure, hop hop, on a ici exponentielle moins x en facteur, et donc ça nous donne exponentielle de moins x, facteur de, alors attention au moins qui est devant ici, si je détaille, ça fait moins entre parenthèses x moins 1/2 de x carré, plus entre parenthèses 1 moins x. Je simplifie, exponentielle moins x, facteur de moins x plus 1/2 de x carré, et ici plus 1 moins x. On regarde ce qui se passe, ça fait exponentielle de moins x, facteur de 1/2 de x carré, moins 2x, plus 1. Voilà. On a donc ici, comme tout à l'heure, pour tout x appartenant à i, exponentielle de moins x est positif, donc f seconde a le même signe que le polynôme 1/2 de x carré moins 2x plus 1. Bon, là on n'a pas trop le choix, on calcule le discriminant pour déterminer les racines, donc delta égale b carré moins 4ac, on précise ce que valent a, b et c, donc a égale 1/2, b égale moins 2, et c égale 1. Donc ce qui nous donne moins 2 au carré, moins 4 fois 1/2 fois 1, donc ici ça nous donne 4, moins, et donc 4 fois 1/2 fois 1, donc en gros ça fait 2, et donc delta égale 2. Delta est positif, donc ce truc-là, là, 1/2 de x carré moins 2x plus 1, j'aurais pu lui donner un nom, ça aurait été plus simple, admet 2 racines, 2 points, donc on a x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, donc ce qui fait moins b, donc b égale moins 2, donc moins b égale 2, donc ça fait 2 moins racine de 2 sur 2a, a est égal à 1/2, 1/2 fois 2, ça fait 1. Donc en gros on obtient 2 moins racine de 2, et x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, donc ça fait 2 plus racine de 2 sur 1, et donc ça fait 2 plus racine de 2. Et là, il faut faire attention, puisque 2 moins racine de 2, si je reprends la calculatrice, donc 2 moins racine de 2, on obtient 0,58 blablabla, donc 0,6 grosso modo, et 2 plus racine de 2, ça fait 3,4. Or, ici, on est entre moins 1 et 1. Ok, donc quand vous faites votre tableau,
Hop, c'était un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, on va avoir x, tac, f seconde. Donc, ici, j'ai x. On est entre moins 1 et 3. Et entre moins 1 et 3, je n'ai que x1. D'accord? Parce que ça fait à peu près, qu'est-ce que je vous ai dit, 0,6. Et ça fait à peu près 3,4. D'accord? Donc, il n'y a pas de raison que x2 apparaisse ici. Donc, ici, c'est le signe de f seconde. Et là, c'est les variations de f'. Donc, là, ça s'annule. Et puis, on a une autre... ici, après le 3, on a une autre racine, pardon. Donc, le signe de A est égal à 1,5. Donc, A est positif. Donc, on a ici, ça commence par plus, puis moins. Et puis, si on continuait, on aurait un autre plus ici. Ce qui veut dire que f' va être d'abord croissante, puis décroissante. Alors, le tableau de variation, on ne vous demande pas de le faire dans l'exercice. Donc, j'ai pas besoin ici de calculer toutes les valeurs. Ce qu'on nous demande, c'est quelle est, donc, hop, déterminer l'abscisse, et c'est ça qui est important. On nous demande de déterminer l'abscisse du point, d'accord, pour laquelle ce coefficient directeur est maximal. Ça veut dire qu'on ne nous demande même pas de calculer le coefficient directeur maximal. Donc, j'ai pas besoin de calculer la valeur qui est ici. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement l'abscisse, et cette abscisse, c'est x1. Et donc, c'est 2 moins racine de 2, c'est-à-dire à peu près 0,6. Et si je regarde la courbe, si je regarde le maximum, on est à peu près là. Alors, on a l'impression que le maximum, il est obtenu ici en 0,5. Bah, en réalité, il n'est pas tout à fait obtenu en 0,5, il est obtenu en 0,59, donc presque 0,6, quoi. Mais en tout cas, là aussi, c'est cohérent. Donc la tangente, elle aura le plus grand coefficient directeur, là, à ce niveau-là, au niveau de ce point-là. Donc c'était la question un peu compliquée de cet exercice-là, hein, c'était la question de réflexion. Mais vous pouviez, même si vous finissiez pas, vous pouviez au moins commencer un petit peu. Et ce qui était important, c'était vraiment le début. Là. Se dire, ok, je cherche le maximum, le coefficient directeur le plus grand, donc je cherche le maximum de f'. C'est ça qu'il fallait vous dire. Donc, sur l'intervalle i, alors là j'écris un peu n'importe quoi. Attendez, je vais effacer ça. Hop. Donc, sur l'intervalle i, f' admet un maximum pour x 1 égale 2 moins racine de 2. On va pas mettre 0,6 puisqu'on veut la valeur exacte. D'accord? Donc, si je regarde la question, l'abscisse exacte du point pour laquelle le coefficient directeur est maximal. Bon, je vais pas me casser la tête, je vais mettre simplement la réponse cherchée, ou l'abscisse cherchée. Voilà. Comme ça, quand même, on précise bien ce qu'on cherche. L'abscisse cherchée est 2 moins racine de 2. L'abscisse cherchée, c'est l'abscisse du point pour lequel le coefficient directeur à la tangente de la courbe de f est maximal. Vous voyez que c'est quand même plus simple d'écrire ça. Et voilà, vous avez la réponse à votre question. Tac. Bon, honnêtement, les autres questions de cet exercice étaient quand même assez simples. Donc là, vous avez une question de réflexion. Mais voilà, il y avait un petit peu de travail, mais ça reste vraiment un exercice qui était juste très technique avec pas mal de questions de cours, quoi. Exercice 3. Donc c'était des probabilités, là, on voit bien. Un enseignant fait passer un examen oral à un étudiant qui se présente sous la forme de questions les unes à la suite des autres. Dans cet exercice, on note SI, l'événement, l'étudiant répond correctement à la IM question, où I est un entier naturel non nul. Donc S1, l'étudiant répond correctement à la première question, S2, il répond correctement à la deuxième question, S3, il répond correctement à la troisième question, etc. On suppose dans cette partie que l'examinateur propose 3 questions indépendantes. Donc on a I compris entre 1 et 3, où I est un entier. Et les événements SI sont donc indépendants, et on suppose que probabilité de SI est égale à 0,8. Donc la probabilité qu'ils répondent correctement à la IM question est 0,8. Reproduire sur votre feuille, compléter l'arbre de probabilité suivant en y ajoutant les branches et les probabilités manquantes. Alors, ici, je vais reproduire l'arbre à côté. Je vais même faire les choses comme ça. Donc, on commence d'abord par la première question, soit S1, soit S1 bar. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a ici. Puis après, il y a la deuxième question, donc S2 ou S2 bar, d'accord? Et pareil ici. Et puis enfin, il y a la troisième question. Tac, 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 tac. Alors, j'aurais pas dû faire les choses comme ça. Vous voyez que là,
Mon arbre est pas terrible, mais vous comprenez l'idée. D'où l'intérêt de faire les choses au brouillon avant de les faire au propre. Donc ici, on a S1, S1 bar, S2, S2 bar, ou bien ici S2, S2 bar. Et puis enfin ici, on a S3, S3 bar, S3, S3 bar, S3, S3 bar et S3 et S3 bar. Voilà, au niveau des probabilités, on sait que la probabilité de réussir est de 0,8, donc la probabilité d'échouer est de 0,2. Et comme les questions sont indépendantes, on va avoir exactement la même chose sur toutes les branches. 0,8, 0,2, 0,8, 0,2, 0,8, 0,2, 0,8 et 0,2. Voilà. Et on vous demande de justifier que la probabilité S1, S2 et S3 bar, à savoir la probabilité que l'étudiant réponde correctement de première question mais pas à la troisième, vaut 0,128. Donc ici, en gros, ça revient à calculer, si on l'écrit un peu différemment, donc question 2, la probabilité de l'événement S1, S2 et S3 bar, en fait, ça revient à calculer la probabilité de S1 inter S2 inter S3 bar. D'accord ? Et donc, c'est tout simplement 0,8 fois 0,8 fois 0,2. En gros, on utilise le chemin qui est là. 0,8 fois 0,8 fois 2 qui est ici S3 bar. Donc 0,8 fois 0,8 fois 0,2. 0,8 fois 0,8 fois 0,2, ça fait 0,128. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on nous demandait. D'accord ? Donc là, l'avantage, c'est que ça permet de vérifier que vous avez utilisé la bonne méthode et que vous avez calculé correctement. Question 3, calculer la probabilité que l'étudiant réponde correctement à 2 questions sur les 3. Alors, là, vous pouvez vous dire, bah, s'il répond correctement à 2 questions sur les 3, donc... alors, attendez, pour l'écrire correctement, on cherche. Ou cela revient à calculer, je vais l'écrire comme ça plutôt, pardon, excusez-moi. Donc, cela revient à calculer. Donc, en gros, soit il a bon aux 2 premières questions, S1, inter S2, inter S3. Tac. Donc, il a bon aux 2 premières questions et il n'a pas bon à la 3e question. Soit il a bon à la première, pas à la 2e et à la 3e, soit il a bon, il n'a pas bon à la première, mais il a bon aux 2 suivantes. Voilà. Et il n'y a pas d'autre possibilité, donc ce sont bien des événements disjoints, donc on peut additionner les probabilités. Donc, ce qu'on remarque là, bah, c'est que là, ça fait 0,8 fois 0,8 fois 0,2, plus 0,8 fois 0,2 fois 0,8, et puis plus 0,2 fois 0,8 fois 0,8. Bon. Alors, on peut directement faire le calcul comme ça. Je vais juste l'écrire légèrement différemment parce que vous voyez que ça va être utile pour la prochaine. Vous verrez que c'est utile pour la suite. En gros, ici, j'ai 3 fois le même calcul. Donc j'ai 3 fois. Et quel est le calcul que je fais ? Ben, c'est 0,8 au carré fois 0,2. D'accord ? Donc en gros, c'est 3 fois 0,128 qui est ici, quoi. Donc 3 fois 0,128. Ça fait 0,384. Hop, voilà. 0,128 et 0,384. Donc ça, c'est la réponse à la question 3. Je me suis laissé plus de place que ce que j'aurais prévu. Oui, là, j'ai été prévu de le faire en dessous. Enfin bon, bref, peu importe. Et il vient d'où ce 3 ? Il vient du nombre de possibilités que j'ai. Maintenant, si on réfléchit autrement, on dit, je veux calculer la probabilité que l'étudiant réponde correctement à 2 questions sur 3. En gros, il faut choisir parmi 3 questions de combien de façons différentes je peux répondre à 2 questions sur 3. Donc, autrement dit, je cherche à calculer 2 parmi 3. D'accord ? Hop. Et 2 parmi 3, en fait, c'est pareil que 1 parmi 3, parce que choisir les 2 questions où j'ai une bonne réponse, ça revient finalement à choisir la question où je me trompe. D'accord ? Et donc choisir une question où je me trompe parmi 3, ben, j'ai 3 possibilités.
soit je me trompe à la première question, soit je me trompe à la deuxième, soit je me trompe à la troisième. Donc le 3 qui est ici vient en fait d'une combinaison. Alors là, c'était absolument pas nécessaire de le faire, mais vous allez voir que c'est important pour la suite. Donc dans cette partie, on suppose que l'examinateur pose maintenant 20 questions indépendantes. Donc maintenant on a 20 questions indépendantes, et la probabilité que l'étudiant réponde correctement à chacune est toujours supposée égale à 0,8. Donc en gros, on a exactement le même arbre qu'ici, sauf qu'au lieu de s'arrêter à 3, on va jusqu'à 20. Calculer une valeur approchée à 10-3 près de la probabilité que l'étudiant réponde correctement à toutes les questions. Donc, toutes les questions, ça veut dire que ici, bon, tant pis, je vais mettre ça en bleu, pardon. Donc, 4. On a la probabilité de S1, inter S2, inter S3, inter, etc., jusqu'à S20. Bon, bah, ça veut dire que là, on suit le chemin où on a une bonne réponse pas tout le temps. Donc, en gros, on suit le chemin comme ça, 0,8 fois 0,8 fois 0,8 fois 0,8 fois 0,8. Et on fait ça 20 fois de suite. Donc, c'est égal à 0,8. Donc, fois 0,8 fois, etc. Et donc, c'est égal à 0,8 exposant 20. D'accord ? Et donc, 0,8 exposant 20... Hop, si je reprends ma calculatrice ici, parce que je peux la mettre un tout petit peu plus grande, ouais, voilà. Donc 0,8 exposant 20, ça nous donne 0,0 tout ça, quoi. Alors dans l'énoncé, on nous disait de calculer la valeur à 10-3 près, donc je regarde 3 chiffres après la virgule, 1, 2, 3, il y a un 5 derrière, donc ça va faire 0,012. Donc c'est environ égal à 0,012, et là c'est pas demandé, mais quand même ça fait donc 1,2% de, même si on a 80% de chance de répondre correctement à une question, et pour répondre correctement à 20 questions, on retombe à 1,2%. Bon. 5A, calculer la probabilité que l'étudiant réponde correctement aux 18 premières questions, mais se trompe aux 2 dernières, et on donnerait une valeur approchée à 10 exposant moins 4. Donc là, cette fois-ci, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je cherche la probabilité de S1, inter S2, inter, etc. jusqu'à S18, puisqu'il répond correctement aux 18 premières questions, et il se trompe aux 2 dernières, S19 bar et S20 bar. Okay, donc en gros, c'est-à-dire qu'on suit le chemin, ici, bonne réponse, jusqu'à 18, et puis après, je prends mauvaise réponse, mauvaise réponse. Donc, si on regarde bien ce truc-là, bah, ça nous donne finalement 0,8 exposant 18 fois 0,2 exposant 2. Okay, et on veut calculer ça à 10 exposant moins 4 près. Donc 0,18 exposant... pardon, pourquoi je mets 0 exposant? C'est 0,8. Hop. 0,8 exposant 18. Et ça, multiplié par 0,2 exposant 2. Donc on trouve 7,2057 fois 10 exposant moins 4, justement. Donc en gros, ça fait 0,0007. Tac. Donc ça fait à peu près 0,0007, soit 0,07%. Donc, vu que l'élève répond aux bonnes questions dans 80% des cas, finalement, il a plus de chances, entre guillemets, de répondre à toutes les questions correctement que à répondre seulement à 18 questions correctement et à se tromper aux 2 autres. Alors, là, on a fait ce calcul-là pour les 18 premières questions, et puis il se trompe aux 2 autres. Mais si vous suivez le même raisonnement que tout à l'heure dans la question 3, finalement, ça n'a pas d'importance de savoir où sont les 2 mauvaises réponses. Que ce soit les 2 premières ou la première et la 5e, etc., on aura toujours ce calcul-là, puisqu'il y aura toujours 18 branches avec une probabilité égale à 0,28 et 2 branches avec une probabilité égale à 0,2. Donc, de combien de façons différentes l'étudiant peut-il répondre correctement à 18 questions sur les 20? Donc ici, l'ordre n'a pas d'importance. Hein, on choisit 18 questions parmi 20. On choisit 18 questions parmi 20. Sans tenir compte de l'ordre. Ah, petit problème là. Sans tenir compte. Ah. Ok, j'ai eu un petit problème technique là avec mon stylet là, mais bon, c'est pas grave. Donc on choisit 18 questions parmi 20 sans tenir compte de l'ordre. Et ça c'est important. Donc
Hop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en gros, si je me trompe à la première question, et puis pas à la deuxième et pas à la troisième, c'est comme si je disais que je réponds correctement à la deuxième et à la troisième et pas à la première. Vous voyez? Donc le fait d'avoir en gros S1 bar, S2, S3, c'est pareil que S2, S3, S1 bar. Ces deux situations-là sont identiques. C'est pour ça que je dis que je choisis 18 questions parmi 20 sans tenir compte de l'ordre dans lequel on énumère les questions. Donc on a une combinaison donc, de 18 parmi 20 choix possibles. Alors, là, vous pouvez faire directement comme il faut détailler le calcul, soit vous utilisez la formule du cours, soit vous dites quand même 18 parmi 20, choisir en gros les 18 questions correctes, ça revient à choisir les deux questions qui ne sont pas correctes. Et quand vous faites ça, bah, c'est déjà beaucoup plus facile, parce que ça, vous savez que c'est égal à 20 fois 19 divisé par 1 fois 2. Sinon, il faudrait faire 20 fois 19 fois 18 fois 17, etc. jusqu'à fois 3, et diviser par 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à 18. D'accord? Et il se trouve que bah, en fait, vous arrivez à ce truc-là, au final, quand vous simplifiez. Donc là, c'est quand même beaucoup plus facile à écrire, surtout que là, j'ai une simplification par 2. 20 divisé par 2, ça fait 10. Donc j'obtiens 10 fois 19, ce qui fait 190 possibilités. D'accord? De combien de manières différentes? Donc 190 manières différentes. Voilà. Hop. Tac. Hop. Et en déduire la probabilité que l'étudiant réponde correctement à 18 questions sur les 20, on arrondira à 10-3 près. Bon, bah, c'est le même principe que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai fait 3 fois 0,2 au carré fois 0,8 au carré fois 0,2. Et je vous ai dit d'où venait ce 3 fois-là. Bah, ça vient du fait que j'ai 3 façons de choisir 2 questions sur 3. Bah, là, c'est la même idée. La probabilité de répondre correctement à 18 questions, pardon. Donc, question C. La probabilité de répondre correctement à 18 questions est, donc c'est 0,8 exposant 18 fois 0,2 exposant 2. D'accord? Et puisqu'il y a 190 choix possibles, manières différentes, d'accord, la probabilité cherchée est 190 fois 0,8 exposant 18 fois 0,2 exposant 2. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que ici, il y a 190 chemins avec 2 questions fausses. Donc il y a 190 chemins où on obtient ce truc-là. D'accord? Donc si on regarde au niveau de la calculatrice, donc bah, j'ai ce truc-là, je multiplie ça par 190, et j'obtiens 0,136 avec un 9 derrière, donc ça fait 0,137. Je crois qu'on nous demandait bien à 10-3 près, c'est ça. Donc ça fait 0,137. Hop, voilà. Donc ça, c'était pour la partie B. Donc là, la dernière question était un peu subtile, il fallait réfléchir un petit peu à ce qu'on nous demandait, mais honnêtement, c'était pas très compliqué. Et partie C, dans cette partie, l'examinateur pose un nombre n supérieur ou égal à 1 de questions. Donc là, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 18, il n'y en a pas 20, il y en a autant qu'on veut. On ne suppose plus que celles-ci sont indépendantes. En effet, l'examinateur précise à l'étudiant à chaque fois s'il s'est trompé ou non. Et l'impact psychologique est tel que s'il répond correctement à une question, la probabilité que celui-ci réponde correctement à la suivante est de 0,85, alors que s'il se trompe, il répondra correctement à la suivante avec une probabilité de 0,35. Voilà, quand on vous dit que vous avez eu bon à la première question, ça vous rassure. Donc la probabilité de répondre correctement à la deuxième question est de 0,85. Alors qu'à l'inverse, si on vous dit que vous vous trompez, bah, ça vous stresse, et du coup la probabilité de répondre correctement ensuite est de 0,35. Pour tout n appartenant à n étoiles, on pose Pn, donc la probabilité de Sn, et on donne évidemment P1 égale 0,8 pour la première question. Reproduire sur votre feuille et compléter leur probabilité suivante. Là, il n'y a pas de branche à ajouter. Il faut juste dire que si la probabilité d'avoir Sn est égale à Pn,
eh bien la probabilité de Sn bar, c'est 1 moins Pn. Ensuite, quelle est la probabilité de répondre correctement à la question suivante, sachant qu'on a répondu correctement à cette question-là? Eh bien là, la réponse, elle est de 0,85. Donc ici, c'est 0,85, et donc forcément, on se trompe avec une probabilité de 0,15. Maintenant, si je me suis trompé, quelle est la probabilité de répondre correctement à la question suivante? Eh bien là, c'est la probabilité de 0,35. Donc ici, j'ai 0,35, et donc là, forcément, j'ai 0,65. Montrer que pour tout n appartenant à la grande N, on a Pn plus 1 égale 0,5 Pn plus 0,35. Donc là, on a clairement l'application des probabilités totales. Donc on précise que Sn et Sn bar forment une partition de l'univers. Forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales. Des probabilités totales. 2 points. Donc, pour tout n appartenant à grand N, Pn plus 1 est égal à la probabilité de Sn plus 1. Et donc, c'est égal à la probabilité de Sn inter Sn plus 1 plus la probabilité de Sn bar inter Sn plus 1. D'accord Tac, on va mettre les... Oui, ici, pardon. Je vais recopier ce que j'écrivais. Plus probabilité de Sn bar inter Sn plus 1. Ok, donc pour avoir Sn plus 1, c'est ici et là. Donc soit j'ai Sn plus 1 à partir de Sn, soit j'ai Sn plus 1 à partir de Sn bar. Et donc je peux écrire que c'est égal à la probabilité de Sn fois la probabilité de Sn plus 1 sachant Sn, plus la probabilité de Sn bar fois la probabilité de Sn plus 1 sachant Sn bar. Donc là, on trouve quand même... là, c'est vraiment très classique. Hein. On l'a déjà fait plein de fois en classe. Donc là, c'est la probabilité Pn. La probabilité de Sn plus 1 sachant Sn, c'est 0,85. La probabilité de Sn bar, c'est 1 moins Pn. Et là, je multiplie par la probabilité de Sn plus 1 sachant Sn bar, donc 0,35. On développe. Ça fait ici 0,85 Pn plus 0,35 moins 0,35 Pn. 0,85 moins 0,35, ça fait 0,5. Donc on obtient 0,5 Pn plus 0,35. Et ça, c'est Pn plus 1. Hop. On vérifie au niveau de l'énoncé. Qu'est-ce qu'on nous disait? Pn plus 1 égale 0,5 Pn plus 0,35. C'est exactement ce qu'on a là. Pour tout n appartenant à n étoile, on pose Vn égale Pn moins 0,7. Montrer que Vn est une suite géométrique et préciser sa raison et son premier terme. Donc 8a. Donc pour tout n appartenant à n étoiles. D'ailleurs là, j'avais oublié le n étoile. Donc on sait que Vn égale Pn moins 0,7. Vn égale Pn moins 0,7. 0,7. On peut dire, ou encore, Pn égale Vn plus 0,7. On veut justifier que Vn est une suite géométrique. Donc, pour tout n appartenant à n étoiles, je calcule Vn plus 1. Bon, j'utilise la définition, c'est égal à Pn plus 1 moins 0,7. Hein, là, j'ai pas 36 solutions, je suis obligé de faire ça. Pn plus 1, bah, je sais que c'est égal à ça. Donc, c'est égal à 0,5 Pn plus 0,35 moins 0,7. Le moins 0,7, il vient d'ici. Maintenant, je sais que Pn est égal à Vn plus 0,7. Donc ça fait 0,5 facteur de Vn plus 0,7, plus 0,35 moins 0,7. Je développe, ça fait 0,5 fois Vn, plus 0,5 fois 0,7, c'est égal à 0,35, plus encore 0,35, et moins 0,7. Bon, ben, tout ça, là, 0,35 plus 0,35 moins 0,7, ça fait 0, puisque 35 plus 35, ça fait 70. Donc là, j'obtiens 0, donc j'obtiens au final Vn plus 1 est égal à 0,5 Vn. Et je précise tout de suite que V1 tac, et V1 est égal à, donc, à P1 moins 0,7. C'est égal à P1 moins 0,7, ce qui fait donc 0,8 moins 0,7, ce qui fait donc 0,1. Donc Vn est une suite géométrique.
géométrique de raison Q égale 0,5 et de premier terme V1 égale 0,1. Voilà. Tac. Et ça répond bien à la question qui est ici. Et alors, en déduire une expression de Pn en fonction de n. Et puis j'avais déjà l'exercice 4 qui venait en dessous, là. Donc on va faire ça comme ça. Donc, on en déduit que Vn, puisque Vn est une suite géométrique. Ainsi, pour tout n appartenant à n étoiles, Vn, alors il faut bien faire attention, là je commence avec V1. Donc si je commence avec V1, c'est V1 fois Q puissance n-1. Donc ça donne 0,1 fois 0,5 exposant n-1. Évidemment, vous ne faites pas la grosse bêtise de multiplier 0,1 par 0,5, puisque l'exposant est prioritaire sur la multiplication, donc on laisse ça comme ça. Par contre, on sait que Pn est égal à Vn plus 0,7. Donc, pour tout n appartenant à n étoiles, Pn égale donc Vn, 0,1 fois 0,5 exposant n-1, plus 0,7. Ça c'est terminé. On vous dit ensuite calculer la limite de Pn et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Donc, hop, 9. Donc on sait que 0,5 est compris entre moins 1 et 1. Donc lorsque je fais tendre n vers plus l'infini, la limite de 0,5 de n-1, 0,5 puissance n-1, pardon, ça fait 0. Je multiplie par 0,1. Donc la limite de 0,1 fois 0,5 exposant n-1 est égale à 0. Et par somme, on obtient donc que la limite, je rajoute 0 plus 0,7, donc la limite de Pn égale 0,7 lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà, ça c'est la limite de Pn, d'accord? Donc là 0,5 est compris entre moins 1 et 1, donc si je mets puissance n-1, à la puissance là c'est l'infini, hein, n-1 tend vers plus l'infini, donc ce truc là tend vers 0, je multiplie par 0,1, ça tend vers 0, j'ajoute 0,7, le résultat final tend vers 0,7. On nous demande d'interpréter le résultat. On se rappelle que Pn, c'est la probabilité de répondre à la nème question. Donc, et n tend vers plus l'infini. Donc, on va dire évidemment qu'on ne pose pas une infinité de questions, mais on peut dire sur un très grand nombre de questions, la probabilité que l'étudiant réponde correctement à la nème question, nème question, est très proche de 0,7. Soit 70%. D'accord? Donc malgré l'effet psychologique, il a 80% de chance de répondre correctement à la première question. Et malgré tout, quand on arrive à la nème question, on se stabilise. En fait, si vous voulez, ou encore, la probabilité se stabilise autour de 70%. Donc ça, c'est valable uniquement quand on a un très grand nombre de questions. Alors, en réalité, c'est même un nombre de questions égal à plus l'infini, hein, ce qui n'est pas possible. Mais c'est sûr que si je pose 10 questions, il ne faut pas croire que la probabilité de répondre correctement à la 10e question est égale à 0,7. Ce sera peut-être proche de 0,7, mais peut-être pas. D'accord? Et ça sera encore pire si vous posez que 5 questions, par exemple. Mais en tout cas, si on pose un très grand nombre de questions, je sais pas moi, si on pose 2000 questions, la probabilité de répondre correctement à la 2000e question sera sans doute très proche des 0,7. Voilà, c'est terminé pour cet exercice sur les probabilités. Donc la dernière partie, là, la partie C était vraiment très très classique. La partie B l'était un peu moins. Mais toujours pareil, il faut pas vous... Et la partie A était assez simple. Mais il ne faut pas vous stresser, il faut vraiment lire les exercices en entier parce qu'il peut y avoir des questions ensuite qui sont plus faciles. Et clairement, la partie C était une partie normalement très facile si vous aviez travaillé correctement.
Voilà, on peut enfin passer à l'exercice 4, qui était un exercice cette fois-ci sur les suites. Donc là, on a mélangé un petit peu de probabilité avec les suites, c'est assez classique. Là, on fait des suites, et vous voyez qu'il y a une petite fonction aussi qui est mélangée. Alors, dans l'exercice 4, soit K un nombre réel, on considère donc une suite UN déterminée par son premier terme, donc U0 qui est un nombre réel pour l'instant non défini. Et suivant la relation de récurrence suivante, pour tout n appartenant à un grand N, UN plus 1 est égal à K fois UN, facteur de 1 moins UN. Bon. Les deux parties de cet exercice sont indépendantes. On étudie les deux cas de figure selon les valeurs de K. Première partie, dans cette partie, on suppose que K est égal à 1,9 et U0 égale 0,1. En particulier, nous avons donc pour tout entier naturel n, un plus 1 est égal à 1,9 fois un, facteur de 1 moins un. On considère la fonction f définie sur l'intervalle 0,1 par donc la fonction f qui a x associe donc 1,9x, facteur de 1 moins x. Donc, on va regarder la partie A. On considère donc, on a f de x égale 1,9x facteur de 1 moins x. Étudier les variations de f sur l'intervalle 0,1. Bon, là, on a deux façons de faire. Soit on dit que cette fonction f, soit on dérive f et puis on regarde le signe de la dérivée, etc., etc. Soit simplement, on sait que de toute façon, pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1, d'ailleurs pour tout réel x, hein, f de x égale, je développe 1,9x moins 1,9x au carré. C'est un polynôme du second degré où a est négatif, d'accord? Donc a est un polynôme, f, pardon, est un polynôme du second degré avec a négatif. Alors, bon, a, on ne sait pas trop ce que c'est, donc on va mettre avec moins 1,9 négatif, d'accord? C'est le coefficient devant x carré. Donc, deux points, on a le tableau suivant, je vais le faire ici. Hop. X, donc on est entre 0 et 1, et on sait que 0 est une racine, et que 1 est une racine aussi, d'accord? Si je remplace x par 0, ça fait 0, si je remplace x par 1, ça fait 1. Bon, cela dit, attendez, c'est pas le tableau de signes qu'on me demande. Hop. Attendez, on va faire les choses un peu mieux que ça. En gros, maintenant, on sait comme A est négatif, l'idée, hein, c'est de dire, bah voilà, je sais que A est négatif, donc en gros, mon tableau de variation, il va être comme ça. Mais ici, je dois connaître la valeur du nombre qui est ici, et quand vous avez un polynôme du second degré, vous savez que le nombre qui est là, c'est moins b sur 2a. Bon, normalement, vous êtes censé le savoir. Donc ici, on calcule donc moins b sur 2a, avec donc a égale moins 1,9, et b égale 1,9. Ce qui donne moins b sur 2a, donc moins 1,9, divisé par 2 fois moins 1,9, donc là c'est vite réglé, ça fait égal 1 sur 2. Bon, très bien, donc maintenant je peux faire mon tableau de signes correctement, pas le tableau de signes d'ailleurs, c'est le tableau de variation qui m'intéresse. Hop, donc ici j'ai x, ici j'ai 0, ici j'ai 1, là j'ai ma fonction f. Donc je sais que la fonction f est d'abord croissante, puis décroissante, parce que c'est un polynôme du second degré avec le coefficient de x carré négatif, d'accord? Et je sais maintenant que ici j'ai 1,5. Voilà. Là ça vaut 0, là ça vaut 0. Il me reste à calculer maintenant f de 1,5. Donc f de 1,5, c'est égal à 1,9 fois 1,5, facteur de 1 moins 1,5. Donc ça fait 1,9 fois 1,5 fois 1,5. Donc ça fait 1,9 divisé par 4. Voilà. Bon, je peux laisser comme ça, ou bien je peux faire le calcul, ça fait 0,475. Mince, pardon. 0,475. Et ce qui m'intéresse, c'est que c'est plus petit que 1. Donc on a bien démontré que lorsque x est compris entre 0 et 1, là on a étudié les variations de la fonction f, et on a justifié en même temps que f de x appartenait à l'intervalle 0, 1. D'accord ? Donc ça, c'était la question A. Et donc question B, ainsi, pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, on a bien f de x appartient à l'intervalle 0, 1. Bon, si vous avez calculé la dérivée, etc., ça marchait quand même, mais c'était sans doute plus long.
Question 2. Ci-dessous, on a représenté les premiers termes de la suite UN. Alors ci-dessous, en fait, c'est la figure qui est là. Construit à partir de la courbe représentative CF de la fonction f et de la droite D d'équation y égale x. Donc, la fonction f, c'est celle-ci. D'accord? On retrouve que c'est une parabole qui est tournée vers le bas. On retrouve que le maximum est obtenu pour x égale 0,5 et qu'il est égal donc à peu près à 0,475. D'accord? Et on sait que là, comment dire, toc toc toc, U1 est égal à f de 0 et U0 ici on sait qu'il est égal à 0,1. Voilà. Que peut-on conjecturer donc contre la limite de cette suite? Voilà, chercher où est-ce qu'on avait mis U0 égale 0,1, il est là. Voilà, parce que j'avais pas lu cette partie-là. Donc on a K égale 1,9 et U0 égale 0,1. Donc U0 est égal à 0,1. U1 par définition de la suite, c'est l'image de 0,1, c'est l'image de U0. Donc l'image de U0 c'est ici, c'est ce nombre qui est là. Maintenant, je ne sais pas combien vaut ce nombre-là, et elle sert à ça, la droite D qui est ici. Ça me permet ici de reporter U1 sur l'axe des abscisses. Puis après, je calcule l'image de U1, ça me donne U2, d'accord? U2 que je reporte sur l'axe des abscisses, puis U3, etc. Et ce qu'on remarque, c'est que si on continue comme ça, en escalier, en gros, on va s'arrêter ici. Donc, il semblerait que les termes de la suite vont s'approcher comme ça, au fur et à mesure, de 0,5. Donc, que peut-on conjecturer quant au sens de variation de la suite UN et sa limite éventuelle? Il semblerait que la suite UN soit croissante, et en plus qu'elle converge vers 0,5. Donc ça c'est une conjecture, on n'en sait rien. Donc on conjecture que UN est strictement croissante, et on a donc limite de UN, pardon, j'ai écrit n'importe quoi, limite de UN est égale à 0,5 lorsque n tend vers plus l'infini. Hop, voilà. Donc c'était ces deux choses-là qu'il fallait conjecturer, le fait qu'elle soit strictement croissante et que sa limite soit égale à 0,5. D'après ce que l'on voit ici sur le graphique. Question 3, en utilisant les résultats de la question 1, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a ce truc-là. Alors on va voir comment on utilise la question 1, mais déjà on va prendre, ok, soit n appartenant à un grand N, on va rédiger notre récurrence comme d'habitude, d'accord? Je vais mettre un point. Donc soit n appartenant à un grand N, point. On pose Pn, la proposition qui est donc celle qu'on doit démontrer, 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 1 demi. Donc, si on prend n égale 0 pour l'initialisation, on sait que U0 est égal à 0,1, et U1, c'est égal à l'image de U0, c'est donc égal à 1,9 fois U0, facteur de 1 moins U0. Donc c'est 1,9 fois U0, facteur de 1 moins U0. C'est donc égal à 1,9 fois 0,1 fois 1 moins 0,1. Autrement dit, ça fait 1,9 fois 0,1, donc ça fait 0,19 fois 0,9. Donc 0,19 fois 0,9, on trouve 0,171. Dans les deux cas, et pas dans les deux cas, on a bien U0 plus petit que U1, et les deux nombres sont bien compris entre 0 et 1,5. Donc on a bien 0 inférieur ou égal à U1, inférieur ou égal à U0, inférieur ou égal à U1, inférieur ou égal à 1,5. Donc P0 est vrai. Maintenant, on écrit notre hypothèse de récurrence. On suppose qu'il existe un entier K tel que PK est vrai. Autrement dit, ça veut dire qu'on a UK qui est inférieur ou égal à UK plus 1, et en plus, on sait que ces nombres-là sont compris entre 0 et 1,5. Et on veut démontrer PK plus 1. Donc ça veut dire qu'on veut démontrer que UK plus 1 est inférieur ou égal à UK plus 2 et que ces deux nombres-là sont compris entre 0 et 1,5. Alors pour ça, c'est là où on va utiliser donc la question 1, c'est-à-dire que on va partir de notre hypothèse de récurrence,
Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, on a bien 0, pardon, je vais pas mettre de guillemets, 0 inférieur ou égal à UK, inférieur ou égal à UK plus 1, inférieur ou égal à 1,5. Mais je sais que pour passer de UK à UK plus 1 et de UK plus 1 à UK plus 2, il faut que je calcule l'image, d'accord, par rapport à la fonction f. Et entre 0 et 1,5, je sais que la fonction f est croissante. D'accord ? Or, f est croissante, et même strictement croissante, sur l'intervalle 0, 1,5. Donc, en appliquant ça à notre hypothèse de récurrence, je sais que l'image de 0 va être inférieure ou égale à l'image de UK, qui va être inférieure ou égale à l'image de UK plus 1, qui va être inférieure ou égale à l'image de 1,5. Donc on ne change pas le sens de l'inégalité puisque la fonction f est croissante. Il se trouve que f de 0, ça fait 0, f de UK, c'est UK plus 1, f de UK plus 1, c'est UK plus 2, tout ça c'est par définition de la suite, et f de 1,5, c'est égal à 0,400, je sais plus combien, 475, et 0,475, c'est bien plus petit que 1,5. Donc, pk plus 1 est vrai. Donc on a notre proposition qui a été initialisée, on a démontré qu'elle était héréditaire, d'après le principe de récurrence. D'après le principe de récurrence, cette proposition est donc vraie tout le temps. Pour tout n appartenant à grand N, on a bien 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 1,5. Voilà. En déduire que la suite un converge. Qu'est-ce qu'on vient de justifier ici? On vient de démontrer la première chose qui était que un est inférieur ou égal à un plus 1, qui correspond à notre supposition ici que un est strictement croissante. D'accord? Donc là, ici, c'est la question 4. Pour tout n appartenant à grand N, un inférieur ou égal à n plus 1, donc la suite un est croissante. Alors, on n'a pas vraiment démontré qu'elle était strictement croissante, parce que ici j'ai une inégalité large et pas une inégalité stricte. Mais au moins on a démontré ça. Ensuite, on sait que, pour tout n appartenant à grand N, un est inférieur ou égal à 1,5. Donc la suite un est majorée. Donc on a ici une suite qui est croissante et majorée. Donc d'après le théorème de convergence monotone, hop, un converge. Et on ne connaît pas sa limite, d'accord? Il est hors de question de dire que ça converge vers 1,5. On n'en sait rien. On a conjecturé ça, d'accord? Mais en fait, on n'en sait rien. Et c'est pas parce que c'est majoré par 1,5 que ça va converger vers 1,5. Donc la seule chose qu'on sait, c'est que cette suite converge. Et c'est terminé. Donc il n'y avait que ça à dire pour la question 4. Il n'y avait rien à faire, en gros, à part appliquer le cours. On passe à la partie B. Dans cette partie, donc, on suppose que k égale 1,5 et que i0 égale 1 quart. Je vérifie que j'ai rien oublié. Non, c'est bon, j'ai rien oublié. Tac, 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 tac. Donc la suite est définie par u0 égale 1 quart et un plus 1 est égal à 1,5 fois un, facteur de 1 moins un. Parce que k est égal à 1,5, c'est pour ça ici qu'on a le 1,5. On admet que pour tout n appartenant à grand N, un est compris entre 0 et 1,5 puissance n. Voilà, ça on ne vous demande pas de le démontrer, c'est admis. Question 5, démontrer que la suite un converge et calculer sa limite. Bon, en fait, on fait les deux en même temps, puisque ici, on sait que limite de 1,5 à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 0, car 1,5 est compris entre moins 1 et 1. Tac, voilà. Par conséquent, ici, j'ai quelque chose qui tend vers 0, forcément, c'est 0. Là, j'ai quelque chose qui tend vers 0. Un est entre les deux, d'après le théorème des gendarmes. Hop, limite de un est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. C'est terminé, il n'y avait rien d'autre à dire. Hop, la suite est à la fois convergente. En fait, on a calculé la limite, et le fait de calculer la limite, on en déduit que la suite converge. Donc ça, c'est terminé. On considère l'algorithme mystère suivant, donc qui est écrit en Python, où P désigne un entier naturel non nul. Donc voici l'algorithme qui est là. Expliquer pourquoi, pour tout entier naturel non nul P, la boucle while ne tourne pas indéfiniment, et expliquer la valeur que renvoie alors cet algorithme.
Tac. Donc, ici, on a U qui commence à 1/4 et N égale 0. Ben, en gros, ça correspond ici à ce premier terme. On dit, tant que U est supérieur à 10 exposant moins P, on calcule 1/2 fois U fois 1 moins U. Ah bah, 1/2 fois U fois 1 moins U, ça tombe bien, c'est exactement l'expression qui est ici. Et donc, N égale N plus 1. Donc, ici, pourquoi est-ce que cet algorithme va s'arrêter? Simplement parce que on sait que la limite de UN est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, pour n'importe quelle valeur de epsilon, d'accord, pour tout epsilon positif, il existe un rang, donc il existe un entier, alors je ne vais pas l'appeler P, mais je vais l'appeler un entier grand N, tel que, point, pour tout n supérieur ou égal à grand N, U grand N appartient à l'intervalle 0 moins epsilon, pardon, 0 moins epsilon, et 0 plus epsilon. Voilà. C'est-à-dire que, en gros, je sais que ma suite tend vers 0, donc les termes vont être aussi proches que je veux de 0, et forcément, peu importe le nombre que je me fixe, je sais qu'à un moment, les termes vont être en dessous de ce nombre-là. Et donc, en particulier, si je prends le nombre 10 exposant moins P, eh ben, je sais que à un moment, ça va passer en dessous. Donc, en particulier, avec epsilon égale 10 exposant moins P, voilà, on sait qu'il existe un rang grand N. Donc attention à ne pas mélanger le N majuscule et puis l'ensemble grand N. Il existe un rang grand N, à partir duquel il existe grand N, tel que, point, pour tout N supérieur ou égal à grand N, U de petit n, et là-bas aussi c'était U de petit n, U de petit n est inférieur ou égal à 10 exposant moins P, et même strictement inférieur à 10 exposant moins P, puisque ici l'intervalle est ouvert. Donc la boucle while s'arrête. La boucle while s'arrêtera lorsque n sera supérieur ou égal à grand N. Voilà. Et expliquer la valeur que renvoie l'algorithme, eh bien la valeur renvoie justement ce premier entier n pour lequel on a un plus petit que 10 puissance moins p. Donc l'algorithme renvoie le plus petit entier n tel que un inférieur ou égal à 10 exposant moins p. Inférieur ou égal parce que ici on regarde quand est-ce que c'est strictement plus grand. Donc du coup le contraire, mince, le plus petit entier n tel que un inférieur ou égal à 10 exposant moins p. Voilà ce qu'il fallait répondre. Alors cette question-là était un petit peu particulière. Ça utilisait la définition de la limite d'une suite. Mais bon, voilà, c'était quand même faisable. Et puis surtout, c'était la dernière question du sujet. Donc on en a terminé avec la correction. Bon, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire ou vous demandez en classe. Il y avait évidemment beaucoup de choses à dire dans ce bac blanc. Donc vous reprenez bien les exercices les uns après les autres, question par question. Et puis vous voyez s'il y a des soucis quelque part. Voilà, allez, bon courage à toutes et à tous pour cette correction.